Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Harry Potter était faux? Et si cet univers que l'on croit moderne, inventé de toutes pièces, puisait en réalité ses racines dans des récits vieux de plus de 3000 ans? Derrière les sorts, les créatures et même les noms des personnages se cachent des mythes antiques soigneusement dissimulés. Des phénix venus d'Égypte, des monstres grecs, des labyrinthes initiatiques et des quêtes d'immortalité héritées des civilisations anciennes. Rien n'est laissé au hasard. Chaque détail, chaque épreuve, chaque créature renvoie à un imaginaire beaucoup plus ancien que la saga elle-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer que l'univers d'Harry Potter n'est pas simplement une œuvre de fantaisie, mais une réinvention brillante des grands mythes de l'Antiquité. Et vous allez le voir, une fois que ces liens apparaissent, il devient impossible de les ignorer. Bienvenue sur Vision d'Histoire, la chaîne où le passé parle au présent. Fumsec, le phénix de Dumbledore, n'est pas seulement une créature magique impressionnante. En réalité, il est l'héritier direct d'un mythe bien plus ancien, né il y a plus de 3000 ans en Égypte antique. Ce mythe, c'est celui du Bénu. Dans les croyances égyptiennes, le Bénu est un oiseau solaire sacré, étroitement associé au dieu Ré et au cycle éternel du soleil. Il incarne le mouvement du monde, la naissance, la mort et le recommencement perpétuel. Selon la tradition, le Bénu mourait et renaissait sans cesse, symbolisant le renouveau de l'ordre cosmique après le chaos. Il représentait 3 idées fondamentales de la pensée égyptienne: la renaissance, l'immortalité et la lumière qui triomphe des ténèbres. Ces concepts sont au cœur même de la religion et de la vision du monde de l'Égypte antique. Dans l'univers d'Harry Potter, le phénix n'apparaît jamais par hasard. Il surgit toujours au moment précis où toute issue semble impossible, lorsque l'espoir est sur le point de disparaître. Dans la chambre des secrets, lorsqu'Harry est condamné et que la situation paraît irrémédiable, Fumsec intervient, il soigne, il éclaire et il rend la victoire possible. Comme le Bénu, Fumsec est une promesse. Tant qu'il renaît, l'espoir n'est jamais totalement éteint. Et dès cette première créature majeure, J.K. Rowling montre clairement que l'univers d'Harry Potter n'est pas construit uniquement sur une imagination moderne, mais qu'il entretient un lien profond et assumé avec la mythologie et l'Antiquité. Prenons maintenant Touffu, le chien à 3 têtes qu'Harry découvre dès le début de son aventure. Touffu n'est pas un simple obstacle magique placé là pour impressionner le lecteur, il est en réalité la transposition presque directe de Cerbère, le chien monstrueux de la mythologie grecque. Dans l'Antiquité, Cerbère était le gardien des enfers. Sa mission était claire: empêcher les morts de s'échapper du royaume d'Hadès et interdire aux vivants d'y pénétrer. Touffu remplit exactement le même rôle. Il garde un passage interdit, une frontière dangereuse entre 2 mondes, derrière laquelle se cache un secret que nul ne doit atteindre. Mais le détail le plus révélateur ne réside pas dans son apparence. Dans les mythes antiques, Cerbère n'était pas invincible, il pouvait être calmé, non par la force, mais par la musique. Le poète Orphée réussit ainsi à l'endormir grâce au son de sa lyre. Et dans Harry Potter, Touffu est neutralisé de la même manière, par une simple mélodie. Le mythe de Cerbère est indissociable de l'histoire d'Orphée. Le jour même de ses noces, sa jeune épouse Eurydice meurt tragiquement, mordue par un serpent, alors qu'elle tente d'échapper à un important. Elle descend alors dans le royaume des enfers, le monde des morts, dont nul vivant ne revient. Orphée, fou de douleur, décide pourtant de braver l'interdit et de descendre à son tour dans ce royaume. À l'entrée des enfers se dresse Cerbère, le monstrueux chien à 3 têtes chargé d'en garder l'accès. Mais Orphée ne l'affronte pas par la force, il sort sa lyre et joue. Sa musique est si puissante qu'elle parvient à apaiser Cerbère, à l'endormir, tout comme les autres créatures terrifiantes des enfers. Et grâce à cet art, Orphée peut avancer jusqu'à Hadès et Perséphone, les souverains du monde des morts. Touchés par sa musique et par son amour, ils acceptent de lui rendre Eurydice, mais à une condition terrible. Elle devra le suivre en silence et Orphée ne devra ni se retourner, ni lui adresser la parole avant d'avoir quitté les enfers. Alors qu'il touche presque au but, pris par le doute et la peur de l'avoir perdu, Orphée se retourne, Eurydice disparaît aussitôt, perdue à jamais. Et si vous voulez voir une autre façon, cette fois-ci un peu plus brutale, de vaincre Cerbère, je vous renvoie vers ma vidéo sur les 12 travaux d'Héraclès, ainsi qu'à mon short dédié spécialement à ce travail.
Dans la chambre des secrets, Harry affronte l'une des créatures les plus terrifiantes de toute la saga, le basilic. Ce monstre n'est pas seulement dangereux par sa taille ou sa force, mais par son regard. Croiser directement ses yeux signifie la mort immédiate. Et face à une telle créature, la force brute est inutile. Ce principe est fondamental et il renvoie directement à un mythe majeur de l'Antiquité, le combat de Persée contre Méduse. Dans la mythologie grecque, Méduse possède exactement le même pouvoir. Son regard pétrifie quiconque ose l'affronter de face. Persée ne la vainc pas en la regardant directement, mais en utilisant un reflet, celui de son bouclier poli. Il évite le contact visuel, il observe indirectement le monstre et transforme ainsi une faiblesse en avantage. La victoire ne repose donc pas sur la puissance, mais sur l'intelligence et la ruse. C'est exactement la même logique qui est à l'œuvre dans Harry Potter. Harry ne tue pas le basilic par la force, il survit en évitant son regard, grâce à des reflets, à l'observation indirecte et à une compréhension rapide du danger. Comme Persée avant lui, il triomphe non parce qu'il est plus fort que son adversaire, mais parce qu'il est capable de réfléchir sous la pression. À travers cette épreuve, Harry Potter reprend donc une structure héroïque vieille de plus de 2000 ans, où le véritable héros est celui qui sait penser et non celui qui frappe le plus fort. Le labyrinthe du tournoi des trois sorciers n'est pas un simple décor spectaculaire conçu pour impressionner. Il s'inscrit dans une structure beaucoup plus ancienne, profondément ancrée dans les mythes de l'Antiquité. Le labyrinthe est avant tout une épreuve initiatique. On y entre sans repère clair, on y affronte des obstacles successifs et on y progresse sans jamais être certain d'en ressortir vivant. Cette logique correspond exactement au labyrinthe du Minotaure, construit par Dédale dans la mythologie grecque, où chaque détour est une mise à l'épreuve du héros. Dans l'Antiquité, le labyrinthe symbolise un passage, il représente la confusion, la perte de contrôle et l'affrontement avec soi-même avant l'épreuve finale. On n'y teste pas seulement la force physique, mais surtout la capacité à avancer malgré l'incertitude. Harry traverse le labyrinthe du tournoi selon ce même principe. Il se perd, il doute, il affronte ses peurs, et chaque étape l'éloigne un peu plus de l'enfant qu'il était au départ. Dans la mythologie grecque, le labyrinthe est indissociable du roi Minos, souverain de la Crète. Pour contenir le Minotaure, créature monstrueuse née d'une transgression divine, Minos ordonne à Dédale, le plus grand inventeur de son temps, de construire une prison dont nul ne pourrait s'échapper. Dédale conçoit alors le labyrinthe, une œuvre si complexe que celui qui y entre est condamné à s'y perdre à jamais. Une seule solution permet pourtant d'en ressortir vivant, le fil. Dédale confie ce secret à Ariane, qui remet une pelote de laine au héros Thésée avant son entrée dans le labyrinthe. En déroulant le fil derrière lui, Thésée peut retrouver son chemin après avoir tué le Minotaure. Le labyrinthe n'est donc pas seulement une épreuve de force, mais une épreuve d'intelligence et de prévoyance. Mais le mythe ne s'arrête pas là. Lorsque Thésée retourne à Athènes, Minos, furieux, fait enfermer Dédale et son fils Icare dans le labyrinthe même qu'il a conçu. Prisonnier de sa propre création, Dédale comprend qu'il est impossible de s'en échapper par les chemins terrestres. Il imagine alors une solution radicale, quitter le labyrinthe par les airs. Il fabrique des ailes à partir de plumes assemblées avec de la cire et avertit son fils de ne pas voler trop, la chaleur du soleil risquant de faire fondre cette cire fragile. Dédale respecte sa propre règle, mais Icare, grisé par le vol, s'élève toujours plus haut. Trop près du soleil, la cire fond, les ailes se disloquent et Icare chute dans la mer. Depuis, selon la tradition, cette étendue d'eau porte le nom de mer icarienne. Ce mythe transmet un message fondamental de l'Antiquité. Le labyrinthe est une épreuve de mesure. On n'y survit que par l'intelligence, la prudence et le respect des limites, tandis que la démesure mène toujours à la chute. Un détail renforce encore ce lien avec l'Antiquité, la présence du Sphinx. Dans le labyrinthe, Harry ne se bat pas contre lui. Le Sphinx lui pose une énigme. C'est un élément fondamental de la mythologie grecque où le Sphinx n'est pas un monstre à vaincre par la force, mais un gardien du savoir. Comme dans le mythe d'Œdipe, seule l'intelligence permet d'avancer. Ici encore, la victoire ne passe pas par la violence,
mais par la réflexion. Dans la mythologie grecque, le Sphinx n'est pas un simple monstre, il est le gardien de l'entrée de la ville de Thèbes. Aucun voyageur ne peut passer sans affronter son épreuve. Le Sphinx pose une énigme et tous ceux qui échouent à y répondre sont étranglés puis dévorés. Ici, la force ne sert à rien. Seule l'intelligence permet de survivre. Cette énigme devient célèbre lorsqu'elle est posée à Oedipe. Le Sphinx lui demande quel être ne possède qu'une seule voie, mais marche d'abord à 4 pattes le matin, puis sur 2 jambes à midi, et enfin sur 3 jambes le soir. Oedipe comprend que l'énigme ne parle pas du temps de la journée, mais des âges de la vie. La réponse est l'homme. Enfant, il se déplace à 4 pattes. Adulte, il marche debout sur 2 jambes, et âgé, il cède d'un bâton sa 3e jambe. En trouvant la réponse, Oedipe ne bat pas le Sphinx par la violence, mais par la compréhension de la condition humaine. Le monstre est vaincu dès l'instant où le sens caché de l'énigme est révélé. Ce mythe transmet une idée essentielle de l'Antiquité. Le véritable passage n'est pas physique, il est intellectuel. Pour avancer, il faut comprendre ce que signifie être humain. Le message est clair. On n'entre jamais dans un labyrinthe pour en sortir victorieux. On en sort transformé. Et c'est exactement ce qui arrive à Harry. Il ne gagne pas réellement l'épreuve, il en ressort marqué, changé, confronté à la mort et à la perte. Comme dans les récits antiques, le labyrinthe n'est pas une fin en soi, mais un passage obligé vers une nouvelle étape du héros. Contrairement à l'image violente et sauvage que l'on associe souvent aux centaures, ceux d'Harry Potter sont des figures calmes, réfléchies et profondément sages. Ils observent les étoiles, étudient les mouvements du ciel et cherchent à comprendre l'ordre du monde plutôt qu'à le dominer. Cette représentation n'a rien d'anodin. Elle renvoie directement à une figure essentielle de la mythologie grecque, le centaure Chiron. Dans l'Antiquité, Chiron se distingue de tous les autres centaures par sa sagesse et sa maîtrise de lui-même. Il n'est pas un guerrier brutal, mais un éducateur, un médecin et un philosophe. C'est lui qui forma les plus grands héros grecs, comme Achille, Héraclès ou encore Asclépios, le futur dieu de la médecine. Chiron n'enseigne pas seulement l'art du combat, mais aussi la patience, la connaissance et le respect des lois naturelles. Firenze s'inscrit exactement dans cette lignée. Il ne guide pas Harry par la force, mais par la parole et l'observation. Il lui apprend à regarder le monde autrement, à comprendre que tout ne se joue pas dans l'action immédiate, mais dans la lecture des signes et du destin. Comme Chiron, Firenze est un mentor. Il n'est pas là pour sauver le héros à sa place, mais pour l'aider à grandir. À travers Firenze, J.K. Rowling réintroduit donc une figure centrale des récits antiques, celle du maître sage, à mi-chemin entre le monde humain et le monde sauvage, chargé de préparer le héros à affronter son destin. Firenze est ainsi la projection moderne du mentor antique, celui qui transmet un savoir ancien avant de laisser le héros suivre seul son chemin. Dans Harry Potter, la licorne n'est pas une créature féerique ou enfantine. Elle est rare, sacrée, presque intouchable. Et cette représentation est directement héritée de l'Antiquité. Contrairement à l'image moderne popularisée par les contes, la licorne antique est un être profondément symbolique, associé à la pureté, à la vie et à l'ordre naturel du monde. Dès l'Antiquité grecque, des auteurs comme Ctésias décrivent la licorne comme un animal sauvage, impossible à capturer, vivant aux confins du monde connu. Elle n'est pas domestiquée ni bienveillante par nature. Elle représente une force vitale intacte, une pureté absolue que l'homme ne peut posséder sans la corrompre. C'est exactement cette vision que Rowling reprend. Dans Harry Potter, le sang de licorne est décrit comme une substance capable de maintenir en vie, mais à un prix terrible. Boire le sang d'une licorne permet de survivre, mais condamne celui qui le fait à une existence maudite. Ce principe est fondamentalement antique. Dans les mythes anciens, voler la force vitale d'un être pur est toujours une transgression. C'est une victoire contre la mort, mais une victoire injuste, obtenue au détriment de l'ordre naturel. La licorne devient alors le symbole inverse de la pierre philosophale, là où l'alchimie cherche une immortalité par la connaissance et la transformation intérieure, le sang de licorne offre une survie immédiate, mais corrompue. Dans les deux cas, la question est la même. Jusqu'où peut-on aller pour refuser la mort? Et à quel prix? D'ailleurs, Élien et Philostrate mentionnent les vertus miraculeuses des licornes. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. La licorne n'est pas là pour émerveiller, mais pour poser une limite morale. Elle rappelle que certaines forces ne doivent pas être utilisées, même si elles promettent la vie éternelle. Comme dans les mythes antiques, la véritable faute n'est pas de mourir, mais de vouloir survivre en détruisant
ce qui est pur. Le griffon est l'une des créatures les plus emblématiques de l'Antiquité. Mi-lion, mi-aigle, il associe deux symboles majeurs du monde antique, la force terrestre du lion et la puissance céleste de l'aigle. Dans les mythes grecs et orientaux, le griffon est un animal sacré, lié à la royauté, à la protection des trésors et à la noblesse du pouvoir. Il ne sert pas de monture à n'importe qui. Seuls les héros ou les figures dignes peuvent s'en approcher. J.K. Rowling reprend directement cette symbolique à travers Gryffondor. Le lion, emblème de la maison, renvoie à la bravoure, au courage et à l'honneur, des valeurs centrales de l'héroïsme antique. Gryffondor n'est pas seulement une maison scolaire, c'est l'équivalent moderne d'un idéal héroïque, où l'on valorise l'audace, le sacrifice et la droiture morale, exactement comme dans les récits grecs. Cette filiation apparaît encore plus clairement avec Buck, l'hippogriffe. L'hippogriffe est une créature issue du griffon, combinant la noblesse de l'aigle et la puissance du cheval. Dans la mythologie et la littérature inspirée de l'Antiquité, ce type d'animal hybride représente un lien entre le monde des hommes et celui des dieux. Buck n'est pas un simple moyen de transport, il incarne une reconnaissance. Seul celui qui respecte les lois anciennes et fait preuve d'humilité peut le chevaucher. Chaque fois que Harry monte Buck, la scène prend une dimension profondément mythologique. Visuellement et symboliquement, Harry devient un héros antique, porté par une créature divine à travers le ciel. Comme Persée sur Pégase ou Bellérophon, chevauchant un animal sacré, il s'élève au-dessus du monde ordinaire. Rowling ne fait donc pas qu'inventer une créature spectaculaire, elle réactive un imaginaire vieux de plusieurs millénaires. Les sirènes d'Harry Potter sont volontairement dérangeantes. Elles sont monstrueuses, inquiétantes et très éloignées des versions douces et romantiques popularisées par la culture moderne. Ce choix n'est pas anodin. Il correspond beaucoup plus fidèlement à la représentation des sirènes dans la mythologie grecque. Dans les récits antiques, les sirènes ne sont pas des créatures bienveillantes. Elles sont des figures du danger, associées à la mort et à la perte. Leur chant n'est pas une invitation innocente, mais un piège. Il attire les marins, les fascine, les détourne de leur route et les conduit à leur perte. Ulysse lui-même ne survit à leur appel qu'en se faisant attacher au mât de son navire, conscient qu'aucun homme ne peut résister à leur voix. Dans l'épreuve du lac, Harry est confronté à cette version du mythe. Il ne fait pas face à une beauté séduisante, mais à une créature hostile, gardienne d'un espace interdit. Les sirènes ne l'aident pas, elles le menacent et défendent leur territoire. Le message est clair, il ne s'agit pas d'un conte de fées, mais d'une immersion dans un monde ancien, régi par des lois cruelles et implacables. En plongeant dans le lac, Harry ne relève donc pas simplement une épreuve magique, il traverse littéralement un mythe antique porté à l'écran. Comme les héros grecs avant lui, il doit affronter un danger invisible, résister à la peur et poursuivre sa quête malgré l'hostilité des forces qui l'entourent. Rowling ne modernise pas les sirènes, elle les restitue dans leur forme la plus ancienne, la plus inquiétante et finalement la plus authentique. J.K. Rowling ne se contente pas d'emprunter des créatures ou des épreuves à l'Antiquité. Elle dissimule aussi cet héritage dans un détail beaucoup plus subtil, mais fondamental, les noms de ses personnages. Comme dans les mythes antiques, les noms ne sont jamais neutres. Ils annoncent une fonction, un rôle, parfois même un destin. Prenons d'abord Minerva McGonagall. Minerva est le nom romain de la déesse grecque Athéna, déesse de la sagesse, de la stratégie et de l'intelligence réfléchie. Dans la mythologie, Minerve n'est pas une guerrière brutale, mais une figure d'autorité, calme, rationnelle et juste. C'est exactement ce que représente McGonagall à Poudlard. Elle incarne la discipline, la droiture morale et la sagesse, toujours guidée par la raison plutôt que par l'émotion. Argus Rusar offre un autre exemple frappant. Son prénom renvoie à Argos Panoptes, le géant de la mythologie grecque doté de 100 yeux, dont la mission était de tout voir et tout surveiller. Argos ne dormait jamais complètement car certains de ses yeux restaient toujours ouverts. Rusar, obsédé par la surveillance et le contrôle des élèves, est une version moderne et grotesque de ce gardien omniscient. Son nom résume finalement à lui seul sa fonction. Rémus Lupin est peut-être le cas le plus explicite. Rémus renvoie directement à Rémus, l'un des deux fondateurs légendaires de Rome, élevé par une louve. Lupin, quant à lui, vient du mot latin lupus,
qui signifie loup. Avant même que le spectateur ne découvre son secret, son nom révèle déjà sa nature. Comme dans les récits antiques, l'identité du personnage est inscrite dans son nom. Mais Hermione n'échappe pas à cette logique. Son prénom est lié à Hermès, le dieu grec de l'intelligence, du langage et de la transmission du savoir. Hermès est un messager, un esprit vif, rapide et brillant. Hermione incarne exactement ces qualités. Elle est la mémoire, la logique et la parole du groupe. Elle pense, analyse et comprend avant les autres. À travers ses choix, Rowling adopte une méthode typiquement antique. Dans les mythes grecs et romains, les noms ne sont jamais décoratifs. Ils portent un sens, une symbolique et parfois une prophétie. Dans Harry Potter, les noms annoncent le destin, exactement comme les récits fondateurs de l'Antiquité. Et si le sujet vous intéresse, je ne peux que vous renvoyer vers le monde antique d'Harry Potter où, à l'intérieur de celui-ci, vous retrouverez l'analyse de toute l'étymologie des noms de la saga. Les transformations dans Harry Potter ne sortent jamais de nulle part. Elles ne sont pas de simples effets spectaculaires destinés à impressionner le lecteur, elles s'inscrivent dans une tradition beaucoup plus ancienne, héritée directement de la pensée antique. Dans les mythes grecs et romains, la métamorphose est un principe fondamental. Les corps changent, les formes se transforment et ces transformations sont presque toujours porteuses de sens. Dans l'Antiquité, être transformé n'est jamais anodin. Les humains deviennent des animaux, des plantes ou des monstres à la suite d'une faute, d'un châtiment divin ou d'un bouleversement intérieur. La métamorphose est une punition, une révélation ou une épreuve. Elle exprime visuellement un changement moral, psychologique ou spirituel. La magie n'est donc pas un gadget narratif, mais un langage symbolique qui permet de raconter ce que les mots seuls ne peuvent pas dire. Cette logique se retrouve pleinement dans Harry Potter. Les animagus, les malédictions, les sorts de transformation et même les accidents magiques obéissent tous à cette règle antique. Le corps devient le reflet de l'âme, de la peur ou de la transgression. Être transformé, c'est être mis à nu. On le voit chez Minerva McGonagall, professeur de métamorphose qui peut se transformer en chat, Sirius Black qui se transforme en loup et bien sûr Peter Pettigrew et sa fameuse transformation en rat. Cette approche trouve sa source directe chez Ovide, l'un des auteurs les plus influents de l'Antiquité romaine. Dans son œuvre majeure, Les Métamorphoses, Ovide raconte des dizaines de récits où les dieux interviennent dans le destin des hommes par la transformation. Des humains sont changés en bêtes, en arbres ou en monstres pour avoir défié l'ordre divin, cédé à leur passion ou franchi une limite interdite. La métamorphose devient alors une marque indélébile du destin. C'est exactement cet esprit que l'on retrouve dans l'univers de Rowling. Lorsqu'un sorcier devient un animagus, il révèle une part profonde de sa personnalité. Lorsqu'un sort modifie un corps, il exprime une rupture, une erreur ou un déséquilibre. Et lorsqu'Hermione se transforme accidentellement en chat, ce n'est pas un simple moment comique, c'est une métamorphose au sens antique du terme, une transformation visible qui traduit une transgression et ses conséquences. À travers ces mécanismes, Rowling ne fait pas que raconter une histoire de magie, elle réactive une vision du monde héritée de l'Antiquité où la transformation est un outil narratif majeur chargé de sens. Comme chez Ovide, la magie dans Harry Potter parle du destin, de la faute et de la nature humaine, bien plus que de simples pouvoirs surnaturels. Toutes les références mythologiques d'Harry Potter ne viennent pas uniquement de l'Antiquité gréco-romaine. J.K. Rowling puise aussi dans d'autres traditions anciennes, et notamment dans la mythologie nordique. Fenrir Greyback en est l'exemple le plus frappant. Son prénom, Fenrir, renvoie directement au loup géant de l'Edda nordique. Dans les mythes scandinaves, Fenrir est une créature monstrueuse, incarnation de la destruction et du chaos. Fils du dieu Loki, il est si dangereux que les dieux eux-mêmes cherchent à l'enchaîner par peur de sa violence. Selon les prophéties, Fenrir finira par se libérer lors du Ragnarok, la fin du monde, où il dévorera Odin et participera à l'anéantissement de l'ordre divin. Cette figure du loup incontrôlable destiné à semer la mort se retrouve presque intacte chez Fenrir Greyback. Greyback n'est pas un loup-garou tragique ou victime de sa condition. Il embrasse sa sauvagerie, recherche la violence et transforme la lycanthropie en arme. Comme son modèle mythologique, il incarne une force primitive, brutale et irréconciliable avec la civilisation. En donnant à ce personnage le nom de Fenrir,
Rowling ne laisse aucune ambiguïté. Greyback hérite directement de cette brutalité divine, de cette image du loup destructeur qui menace l'équilibre du monde. Ce choix montre clairement que l'univers d'Harry Potter ne se limite pas à une seule tradition mythologique. Il est le résultat d'un immense tissage de récits anciens où se croisent mythes grecs, romains, égyptiens et nordiques, tous réactivés dans une œuvre moderne. Le conte des trois frères n'est pas une simple fable ajoutée à l'univers d'Harry Potter. Sa structure est profondément antique. Derrière cette histoire en apparence simple se cache une vision du monde héritée directement des mythes les plus anciens, centrée sur le destin, la mort et le pouvoir. Les trois frères rappellent immédiatement une figure majeure de la mythologie grecque, les trois moires. Dans l'Antiquité, les moires incarnent le destin. Elles filent, mesurent et coupent le fil de la vie à chaque être humain. Elles représentent trois fonctions fondamentales: la naissance, la durée de la vie et la mort. Comme les frères du conte, elles sont indissociables les unes des autres et déterminent le sort final de chacun. La mort elle-même, dans le conte, n'est pas un monstre cruel ou chaotique, elle est calme, intelligente et inévitable. Cette représentation correspond parfaitement à la vision antique de la mort, incarnée par des figures comme Hadès ou Thanatos. Dans les mythes grecs, la mort n'est pas un châtiment moral, mais une loi universelle. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est nécessaire à l'équilibre du monde. La mort du conte agit de la même manière. Elle ne poursuit pas les frères par vengeance, mais attend simplement que l'ordre naturel reprenne ses droits. Les trois reliques elles-mêmes fonctionnent comme de véritables objets mythologiques. Elles ne sont pas de simples artefacts magiques, mais des symboles. La baguette de Suro représente la puissance absolue, l'hybris, cette démesure que les Grecs associaient toujours à la chute. La pierre de résurrection incarne le désir impossible de communiquer avec les morts, de refuser la séparation définitive, une transgression fréquente dans les mythes antiques. Quant à la cape d'invisibilité, elle symbolise la protection divine, le passage discret entre les mondes et la sagesse de celui qui accepte sa condition mortelle. Comme les armes divines ou les objets sacrés des mythes grecs, ils offrent un pouvoir immense, mais toujours accompagné d'un prix à payer. Le véritable message du conte n'est pas la domination de la mort, mais l'acceptation du destin. Comme dans l'Antiquité, le héros n'est pas celui qui cherche à vaincre la mort, mais celui qui sait marcher à ses côtés, sans arrogance. Harry Potter n'est pas seulement une saga moderne née à la fin du XXe siècle, c'est un miroir tendu vers les mythes les plus anciens de l'humanité. Derrière ces pages et ces images se cachent des phénix égyptiens, des labyrinthes grecs, des métamorphoses antiques et des quêtes d'éternité qui traversent les civilisations depuis des millénaires. Si cet univers nous fascine encore aujourd'hui, si des générations entières continuent de s'y reconnaître, ce n'est pas parce qu'il est nouveau ou spectaculaire, c'est parce qu'il réveille des récits profondément ancrés en nous. Des histoires de mort et de renaissance, de destin, de courage et de transmission. En puisant dans les mythes les plus anciens du monde, Harry Potter ne raconte pas seulement une histoire de magie, il raconte une histoire humaine, intemporelle, que nous portons tous au fond de nous. Eh bien, merci d'avoir regardé cet épisode, j'ai adoré en faire la recherche, car ça mêle deux de mes passions, la pop culture et l'Antiquité. Et si cela vous a plu, pourquoi ne pas retenter l'expérience avec ma saga préférée, Le Seigneur des Anneaux. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à commenter la vidéo pour aider au référencement de la chaîne. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo qui évoquera une conquête viking, mais pas celle que vous imaginez.